j'ai entendu mes enfants diviser mon argent pendant que je faisais semblant de dormir, ce fut la première vérité de cette nuit-là, perçante, humiliante, et froide comme le courant d'air rampant sous la porte de mon salon. À 78 ans, les gens supposent que vous dormez profondément. Que votre esprit s'émousse, que vos sens s'estompent, que votre conscience dérive dans une douce brume cotonneuse. La mienne ne l'a jamais fait, au contraire, l'âge n'avait fait qu'aiguiser mon oui, surtout lorsqu'il s'agissait des voix de mes propres enfants. Je restais immobile dans mon fauteuil, la vieille courte pointe tirée sur moi, ma respiration lente et régulière, la lampe était éteinte, la maison silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur. Puis j'entendis la clé tourner, pas de coup, pas d'appel, juste qui entrait, Daniel d'abord, puis le chuchotement pressé de Courtney derrière lui. Leurs pas hésitèrent comme pour s'assurer que j'étais vraiment endormi. Je sentis plutôt que je ne vis le moment où ils réalisèrent que je n'étais pas dans ma chambre. Une pause, puis un soupir de soulagement. Elle est sortie, murmura Daniel. Bien, faisons ça vite. Sorti, comme si j'étais un appareil, ma main bougea lentement sous la courte pointe jusqu'à ce que je trouve le petit enregistreur que Jacob m'avait donné la semaine dernière pour capturer de vieux souvenirs. Grand-mère, j'appuyai sur le bouton et gardai mes doigts dessus. Aussi ferme qu'un chirurgien, la lumière rouge brillant faiblement sous le tissu. Courtney ouvrit un tiroir, celui où je garde mes papiers d'assurance. Elle ne comprendra rien à tout cela, murmura-t-elle. Hélène se souvient à peine de fermer ses portes à clé. Hélène, pas maman, pas même mère. Je sentis ma mâchoire se crisper, mais ma respiration resta lente. C'est mieux ainsi, dit Daniel, sa voix calme mais ferme. Nous lui ferons signer les nouveaux formulaires demain. Elle ne les lira pas, elle ne le fait jamais, et une fois que la maison sera à nos deux noms, le reste suivra. Un bruissement de papier, mes papiers. Courtney rit doucement. Mon Dieu, imagine si elle savait combien elle a réellement. Elle est assise dans ce vieux fauteuil à manger de la soupe tandis que la moitié de tout cela pourrait nous acheter une deuxième maison. La moitié d'une deuxième maison. Leurs ombres se déplaçaient sur le tapis, passant devant moi. Ils ne baissèrent jamais les yeux, ils n'imaginèrent jamais que j'étais éveillé. Pourquoi le feraient-ils? Dans leurs esprits, je m'estompais depuis des années, plus petite, plus lente, plus facile à plier. Elle signera, répéta Daniel, elle signe toujours. Et le moment venu, nous nous occuperons du reste. Ce n'est pas comme si Jacob remettrait quoi que ce soit en question. Ma gorge se serra, non pas de larmes, mais de quelque chose de plus vieux et de plus dur, la façon dont la trahison se fossilise en vous. Mais je restais immobile, ma respiration douce et régulière, mon enregistreur brillant sous la courte pointe, capturant chaque syllabe insouciante. Puis Courtney dit quelque chose qui trancha plus profondément que le reste. Elle a assez vécu, elle n'aura plus besoin de tout cet argent bien longtemps. Ils continuèrent à calculer, à diviser, à prédire mon déclin comme s'il était inscrit sur un calendrier. J'entendis la fermeture éclair de ma pochette de documents, le bruissement des enveloppes. Le cliquetis de mes clés de coffre-fort essayées une par une. J'écoutais mes propres enfants planifier ma disparition de ma propre vie. Quand ils partirent enfin, la maison ne retrouva pas le silence, elle pulsait d'une nouvelle conscience, une vieille femme s'éveillant, non pas du sommeil, mais de l'illusion. J'ouvris les yeux dans l'obscurité et regardai ma petite pièce, ses rides et son usure si semblable aux miennes. Ma main se referma sur l'enregistreur. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas fragile, je me sentais éveillé. Le matin dit toujours la vérité plus clairement que la nuit. Il ne chuchote pas, ne se cache pas derrière les ombres, il se tient juste dans l'embrasure de la porte, pâle et honnête, attendant que vous fassiez face à ce que vous savez déjà. Quand j'ouvris les yeux, la première chose que je sentis fut une raideur dans la nuque d'avoir dormi dans le fauteuil. La seconde, une lourdeur silencieuse sous mes côtes, pas de peur, pas de tristesse, quelque chose de plus plat, de plus froid, une reconnaissance. Je pliai soigneusement la courte pointe, comme je l'avais fait pendant 30 ans, lissant les coins usés. Mes mains ne tremblaient pas, cela me surprit, elles tremblent quand je lis des petits caractères ou boutonne un chemisier, mais pas maintenant. Pas après avoir entendu mes propres enfants diviser ma vie comme un gâteau de reste. La cuisine était fraîche, alors j'allumai la bouilloire et me tins près d'elle, laissant la vapeur montante me réchauffer le visage. Ma maison a toujours été petite, mais à la lumière du matin, elle semblait différente, plus fragile. Comme si elle aussi avait entendu les voix glisser sur le tapis dans l'obscurité. Mon mari disait, une maison absorbe tout, l'amour, les disputes, les secrets, les espoirs. Apparemment, elle absorbe aussi la trahison. Je fis du thé et m'assis à la petite table en chêne. Mon esprit ne s'égarait pas comme on s'attend à ce que l'esprit d'une vieille femme s'égare, il revint directement à la nuit précédente.
disséquant chaque mot aussi proprement qu'un scalpel, elle ne comprendra rien à tout cela, elle signe toujours, elle n'aura plus besoin de cet argent bien longtemps. Avec quelle facilité il l'avait dit, comme il était naturel pour eux de planifier mon absence alors que je respirais encore. L'horloge murale cliqua doucement, aussi régulière qu'un battement de cœur, je ne la regardais qu'une seule fois, je n'avais pas d'horaire pour aujourd'hui, pas de course, pas de rendez-vous, mais d'une certaine manière, les heures à venir semblaient différentes, façonnées, intentionnelles. Comme une route se déroulant silencieusement, je n'étais pas encore sûr où elle menait, mais je me sentais avancer vers elle. Je sortis l'enregistreur de la poche de ma robe, une petite chose argentée, chaude d'avoir été tenue toute la nuit, je le posai doucement sur la table. Il semblait inoffensif, risiblement si, mais à l'intérieur il contenait les voix de mes enfants, leurs chuchotements, leur certitude que j'étais trop faible d'esprit pour remarquer quoi que ce soit. Je n'appuyais pas sur play, pas encore, je n'avais pas besoin de l'entendre à nouveau pour connaître la vérité. À ce moment, on frappa à la porte, léger, rapide, familier, une seule personne dans ma vie frappe comme si elle craignait de déranger la poussière. « Grand-mère » appela Jacob, « tu es debout ?» J'ouvris la porte et il se tenait là, grand, maladroit dans son sweatshirt d'université, les cheveux décoiffés, les yeux brillants de cette gentillesse sincère que les jeunes ne savent même pas qu'ils portent. Il entra et inhala de manière dramatique. « Tu as fait du thé ?» dit-il, « Bien, je n'ai pas beaucoup dormi. »« Pourquoi pas ?» Il haussa les épaules, « J'étudiais, et je n'arrêtais pas de penser que je devrais venir te voir aujourd'hui. » Ma gorge se serra, non pas d'émotion, mais de l'étrange douceur d'être considéré, Daniel ne passait jamais sans raison, Laura ne frappait jamais doucement, mais Jacob venait simplement parce qu'il pensait que j'aurais peut-être besoin de lui. La vie n'est pas juste, mais parfois elle vous offre une seule personne qui rend l'injustice supportable. Nous nous assîmes à table, il parla d'un examen qu'il venait de réussir, d'un livre qu'il pensait que j'aimerais, j'écoutais, souriant, mes mains autour de ma tasse. Je ne lui dis rien de la nuit dernière, je ne pouvais pas encore, il était trop jeune pour porter ce poids, et de plus, j'avais besoin que mes propres pensées se stabilisent avant de les confier à quelqu'un d'autre. Pourtant, il remarqua quelque chose. « Tu sembles plus calme aujourd'hui, » dit-il doucement, pas dans le mauvais sens, juste différente. Je levai les yeux vers lui, un instant, j'ai failli tout dire, comment son père et sa tante étaient entrés chez moi comme des voleurs, comment ils avaient arraché la dernière fine couche de confiance qui me restait, comment l'enregistreur entre nous détenait la preuve de tout cela. Mais au lieu de cela, je touchai légèrement sa main. Être différente peut être une bonne chose, dis-je, parfois, cela signifie qu'une personne s'est enfin réveillée. Il hocha la tête, sans comprendre pleinement, mais prêt à me faire confiance quand même, cela seul me rassura plus que n'importe quelle longue nuit de sommeil. Après son départ, la bouilloire siffla de nouveau comme pour me rappeler que j'avais oublié de l'éteindre, je restais dans la cuisine silencieuse et regardais ma vie, les photos au mur, la vaisselle ébréchée, les rideaux que j'avais cousus moi-même il y a des décennies. Tout me semblait à la fois familier et nouvellement précieux. La nuit dernière m'avait secoué, oui, mais elle avait aussi tracé une ligne que je ne pouvais plus prétendre ne pas voir, le monde avait changé, et je devrais changer avec lui, mais pas bruyamment, pas dramatiquement, juste régulièrement. Comme le calme tassement de la terre après qu'une vieille rivière change de cours. Je n'appuyais sur play ou sur l'enregistreur que tard dans l'après-midi, la moitié de la journée passa avec moi errant dans ma petite maison comme quelqu'un écoutant un écho, lentement, doucement, touchant des choses familières comme si je décidais si elles m'appartenaient encore. La tasse que Jacob avait utilisée était dans l'évier, un léger anneau de thé séché au fond, la chaise où j'avais dormi portait encore l'empreinte de mon corps, la courte pointe était soigneusement pliée sur la coudoir. Rien ne semblait différent, mais tout était altéré. Finalement, je m'assis, posai l'enregistreur sur la table et cliquai sur le bouton, leurs voix se répandirent immédiatement, basses, confiantes, sans hâte, le ton calme de Daniel, les chuchotements pointus de Courtney. Je m'étais attendu à ce que l'enregistrement me secoue, mais l'écouter, c'était comme regarder une tempête derrière une fenêtre solide, la peur n'était pas dans le son, la peur avait déjà vécu en moi pendant des années, silencieuse et constante. Ce que j'entendais maintenant confirmait quelque chose que je refusais de nommer, ils n'avaient pas perdu leur respect pour moi la nuit dernière, ils l'avaient perdu depuis longtemps, j'avais simplement surpris le moment où l'illusion s'était finalement effondrée. Je laissai l'enregistrement se dérouler une fois, puis encore. À la troisième écoute, je n'entendais plus les mots, j'entendais les schémas, la familiarité dans le ton de Daniel quand il disait « Elle signe toujours », la cruauté désinvolte quand Courtney riait de mes économies, la façon dont aucun d'eux n'hésitait, aucune culpabilité. Aucune arrière-pensée,
juste un plan qu'ils avaient probablement répété. J'éteignis l'enregistreur et le mis de côté, le silence me serra, épais comme de la laine. Je n'étais pas en colère, pas encore, la colère est vive, brillante, rapide, ce que je ressentais était plus vieux et plus établi, une sorte de clarté. Pendant des années, j'avais cru être généreuse, serviable, solidaire, une bonne mère, même si imparfaite, quand mon fils avait besoin d'argent pour son entreprise, je m'étais convaincu qu'il était naturel de l'aider, quand ma fille avait besoin d'un prêt à court terme. Je m'étais dit que c'était un devoir familial, quand il venait me voir avec des papiers, des formulaires fiscaux, des mises à jour d'assurance, des documents de refinancement, je signais parce que je leur faisais confiance. Ou peut-être parce que leur faire confiance était plus facile que d'imaginer qu'ils pouvaient profiter de moi. Mais je connaissais aussi la vérité, silencieusement, comme un murmure sous les planchers, je la connaissais bien avant la nuit dernière, je ne voulais juste pas la regarder directement. Parfois, vous aimez les gens si profondément que vous refusez de voir la forme du couteau dans leurs mains, même s'il brille juste devant vous. Je me levai et marchai vers la fenêtre. Dehors, la rue était calme, le genre de calme qu'un vieux quartier acquiert, des voitures garées aux mêmes endroits, des pelouses vieillissant avec leurs propriétaires, la brise tournant les feuilles sans urgence. J'avais vécu ici 50 ans, j'avais porté des courses par cette porte avec la main chaude de mon mari sur mon dos, j'avais regardé mes enfants courir sur ce trottoir avec des genoux éraflés, j'avais fait des tartes, rangé des dessins d'école, raccommodé des chemises, j'avais construit une vie de petites choses régulières, et la nuit dernière révéla qu'il n'en voyait rien, il ne voyait que les chiffres attachés à mon nom. La maison semblait trop silencieuse, alors j'allai dans la chambre et ouvris mon placard, parmi les vieux manteaux et foulards, rangés en hauteur sur l'étagère, se trouvait une boîte métallique, je ne l'avais pas ouverte depuis des années. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des notes que je m'étais écrites sur des comptes, des documents du dossier de mon mari, je les tins délicatement comme si je touchais quelque chose de sacré. Ces papiers représentaient des décennies de décisions prudentes, d'économies grattées sur de petits salaires, d'investissements que mon mari m'avait appris à faire, de sacrifices silencieux dont je n'avais jamais parlé. Mes enfants en connaissaient des bribes, mais pas l'ensemble, ils ne savaient pas à quel point je m'étais investi pour préserver notre foyer, notre stabilité, ils ne voyaient que ce qu'ils s'attendaient à voir, une vieille femme qui pouvait être guidée, poussée, persuadée. Je portais la boîte à la table de la cuisine, étalais les papiers, pour la première fois depuis des années, j'examinais chaque ligne, chaque numéro, chaque date. Mon mari disait, l'argent ne concerne pas la richesse, il s'agit du contrôle, qui le détient? Qui en dépend? Qui l'utilise comme levier? Je réalisais, assise là avec le soleil couchant rampant sur ma table, que j'avais donné à Daniel et Laura bien plus de contrôle qu'ils n'en avaient jamais gagné. Le soir, je remis tout en ordre et lavai la tasse de thé que Jacob avait utilisée, sa gentillesse persistait à la lisière de mes pensées, un rappel que tout amour ne devient pas égoïste avec l'âge. Je n'étais pas prête pour la confrontation, pas encore, mais je n'avais plus peur non plus, je sentais quelque chose de stable s'installer en moi comme une pierre au fond d'une rivière, inébranlable par le courant. Ils pensaient que la nuit dernière serait le début de mon déclin, ils avaient tort, ce fut le début de ma prise de conscience. Les gens aiment croire que les familles se désintègrent en un moment dramatique, une dispute criée, une porte claquée, une trahison si forte que les murs s'en souviennent. Mais d'après mon expérience, la distance grandit comme la rouille, doucement, lentement, puis tout à coup vous réalisez que la fondation s'est amincie jusqu'à devenir du papier. Assise à la table de la cuisine le lendemain matin, je me laissais retracer chaque étape qui avait mené Daniel et Laura à cette nuit-là, leur chuchotement sur mon corps endormi, leur certitude que j'existais uniquement pour leur bénéfice. Cela n'avait pas commencé hier, cela n'avait même pas commencé l'année dernière, la vérité s'était infiltrée depuis des décennies. Je pensais d'abord à Daniel parce qu'il était plus facile à comprendre, il avait été un garçon sérieux et poli qui adorait son père. Après la mort de mon mari, Daniel s'était glissé dans un rôle qu'il ne savait pas comment remplir, protecteur, décideur, l'homme de la famille. Mais la vie a une façon de tordre les intentions, la responsabilité s'est transformée en droit, l'inquiétude en contrôle. Chaque fois qu'il me disait « Maman, je m'en occupe », ce qu'il voulait vraiment dire, c'est que je devais m'effacer, faire confiance à son jugement et rester silencieuse, et je l'ai fait pendant des années. Il venait avec des documents trop compliqués pour moi, et je les signais parce que cela ressemblait à de la foi, pas à une capitulation. Quand il a eu besoin d'argent pour une entreprise qui a échoué après 6 mois, je l'ai excusé, il essaie. Quand il m'a réprimandé pour avoir acheté un nouveau chauffage sans le consulter, je me suis dit qu'il était stressé.
quand il a commencé à ne visiter que lorsque quelque chose devait être réparé ou lorsque les factures étaient serrées, je me suis convaincu que les enfants adultes sont simplement occupés, pas distants. L'amour peut rendre une personne aveugle plus longtemps que n'importe quelle maladie. Laura était différente, plus douce de voix, plus dure dans ses disparitions. Ma fille gardait son ressentiment comme un souvenir, jamais abordé, jamais expliqué, mais toujours présent. Elle me blâmait pour des choses que je ne pouvais jamais vraiment définir, d'avoir trop travaillé quand elle était petite, d'être trop stricte, d'être trop laxiste, d'avoir des attentes, de n'en avoir aucune. Chaque version changeait selon la saison de sa vie. Mais elle n'oubliait jamais de dire « Je te rembourserai, maman ». Chaque fois qu'elle empruntait de l'argent, elle oubliait juste la seconde moitié de cette phrase après. Ses visites étaient toujours présentées comme de la gentillesse, pour prendre de mes nouvelles, pour m'apporter des fleurs qu'elle avait achetées avec mes propres prêts, pourtant ses yeux dérivaient toujours vers les armoires où je gardais les documents. Elle posait des questions sur mes comptes avec une fausse désinvolture, « Tu devrais me laisser gérer les choses, c'est plus sûr. » Sûr pour qui? Elle ne le précisait jamais. J'ai laissé tout cela arriver, je l'ai laissé parce que je me souvenais de leurs petites mains dans les miennes, de leurs genoux éraflés, des nuits où ils pleuraient à cause de chagrin d'amour, des anniversaires où ils grimpaient sur mes genoux pour souffler les bougies. Je l'ai laissé parce que l'alternative, admettre qu'ils ne me voyaient plus, semblait trop brutale à supporter. C'est étrange comme la mémoire d'un parent s'accroche à ce qui fut longtemps après que les enfants l'aient laissé derrière eux. J'ai regardé autour de ma cuisine, puis sa peinture écaillée, la vieille radio sur le comptoir, les rideaux décolorés que j'avais cousus avant la naissance de Laura, et je me suis demandé si ces pièces silencieuses avaient remarqué le changement avant moi. Peut-être que les murs avaient entendu leur ton changer des années avant que je ne le comprenne. Et pourtant, je ne les détestais pas, je ne leur souhaitais pas de mal. Cela aurait été plus facile peut-être, la haine offre une direction, une cible. Ce que je ressentais à la place était quelque chose de plus lourd, la compréhension que je les avais élevés avec douceur en oubliant de garder une partie de cette douceur pour moi. Les gens pensent que la vieillesse vous affaiblit, mais je sentais quelque chose se renforcer en moi, quelque chose comme une colonne vertébrale que j'avais égarée et enfin retrouvée. Leur trahison n'était pas nouvelle, elle était simplement indéniable. Maintenant, je mis l'enregistreur de côté et joignis mes mains sur mes genoux, je savais que je ne pouvais pas changer le passé, mais je pouvais refuser de le répéter, et cela, pour une femme de mon âge, est un genre de nouveau départ. Daniel est passé l'après-midi suivant, comme une personne qui vient vérifier si un objet fragile s'est fissuré, il n'a pas appelé d'abord, il le faisait rarement désormais. Il sonnait poliment à la porte dans sa jeunesse, attendant mon « Entre, chérie », maintenant, il entrait avec la confiance brusque de quelqu'un qui croyait que la maison et la femme qui l'habitaient n'étaient que des extensions de son autorité. Hélène, sa voix atteignit le couloir avant lui, « Maman, tu es debout ?»« Maman. » Le mot sonnait étrange aujourd'hui, trop familier pour un homme qui avait passé la nuit dernière à diviser mon futur comme des limites de propriété. J'étais assise à la table de la cuisine, triant une pile de courriers que j'avais déjà lus 2 fois, quand Daniel est entré, il a fait une pause, étudiant mon visage avec l'œil exercé de quelqu'un à la recherche de faiblesse. Les gens parlent des parents vieillissants comme s'ils étaient de la porcelaine délicate, prête à se briser au moindre contact, mais ce qu'ils oublient, c'est que l'âge vous apprend à survivre aux fissures, pas à vous briser sous elles. « Tu as l'air fatigué, dit-il, nuit difficile ?» Je levai les yeux lentement, prudemment, j'ai dormi comme je le fais toujours. Une phrase simple, une phrase vraie, et il n'imagina jamais la profondeur qu'il y avait dessous. Il s'assit en face de moi sans attendre d'être invité, il posa une épaisse enveloppe sur la table, blanche, d'allure officielle, trop lourde d'intention, je reconnus le type, formulaire d'ajustement d'assurance, mise à jour de propriété. Le genre qu'il m'expliquait en les faisant glisser sous mon stylo. « Maman », commença-t-il doucement, il y a des papiers que nous devons examiner, rien de compliqué, juste des mises à jour de routine. Routine. Oui, routine pour lui, routine pour la femme qu'il imaginait que j'étais, complaisante, confiante, aveugle. Je croisai mes mains sur mes genoux pour les garder stables, non par peur, mais par une stabilité grandissante qui me semblait presque inconnue. Quel type de mise à jour ? Il esquissa un léger sourire dédaigneux, juste quelques ajustements pour vous faciliter les choses, simplifier. Vous n'avez pas besoin de vous soucier des détails. Je soutins son regard, j'aime les détails, Daniel, il m'aide à comprendre ce que je signe. Le sourire vacilla, pas beaucoup, mais assez. Il s'éclaircit la gorge, plongea la main dans l'enveloppe et en sortit une pile de papiers attachés. Ceci concerne l'assurance habitation, et ceci,
Il sépara un autre ensemble, assureront une transition appropriée de la maison, vous savez, le moment venu. C'était encore là, le moment venu, comme si ma date de péremption était un élément de son calendrier. Laissez-moi les voir, dis-je calmement. Il hésita, juste une demi-seconde, mais l'hésitation, là où il y avait de la confiance, est un changement significatif. Il me tendit les papiers, ses doigts tapotant la table tandis que j'ajustais mes lunettes. Je lus chaque ligne, chaque mot, chaque clause astucieusement intégrée. Ce n'étaient pas des mises à jour de routine, c'étaient des transferts d'autorité structurés, déguisés sous une phraséologie juridique amicale, subtile, trop subtile pour quelqu'un qui ne lisait pas attentivement. Mais je lisais attentivement maintenant. Je posais les papiers. Ce n'est pas de l'assurance, Daniel. Il cligna des yeux, qu'est-ce que tu veux dire? Je lui rendis la pile, c'est un transfert de droit de propriété, partiel maintenant, complet plus tard, formulé discrètement, facilement signé. Son visage se crispa, non par culpabilité, mais par l'irritation de quelqu'un dont le plan rencontrait une résistance inattendue. Maman, dit-il en se penchant, tu y réfléchis trop, j'essaie de t'aider, ces documents sont là pour te protéger. Je le regardai longuement, silencieusement. Le garçon qu'il fut autrefois flottait dans ma mémoire, celui qui pleurait quand son poisson rouge mourait, qui tenait ma main pour traverser la rue. Mais l'homme devant moi était différent, plus tranchant, certain de savoir mieux. J'apprécie ton inquiétude, dis-je doucement, mais j'aurai besoin de temps pour les examiner attentivement, de préférence avec quelqu'un qui pourra m'expliquer chaque ligne. Sa mâchoire se serra, un avocat? Maman, c'est inutile. Pour toi, peut-être, répondis-je, pas pour moi. Le silence entre nous s'épaissit. Il n'était pas habitué à être questionné, il n'était pas habitué à ce que je demande autre chose que son opinion. Finalement, il ramassa les papiers d'un geste raide et les fourra de nouveau dans l'enveloppe. Bien, dit-il, prends ton temps, mais ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Je lissai la nappe avec ma paume, la dureté n'est pas toujours un choix, Daniel, parfois elle vient d'elle-même. Il me regarda alors, non avec tendresse, non avec colère, mais avec calcul, mesurant, évaluant, reconsidérant son approche. Je reviendrai demain, dit-il en se levant, nous finirons ça alors. Quand la porte se referma derrière lui, la maison expira comme si elle avait retenu son souffle. Je restai seul à table, écoutant le léger bourdonnement du réfrigérateur, je ne tremblais pas, je ne pleurais pas, je sentais seulement la certitude s'approfondir en moi, silencieuse, ferme, inébranlable. Ils s'attendaient à la même mère qu'ils avaient toujours connue, mais cette femme était partie. Le lendemain matin commença par une décision que je n'annonçai à personne, pas même à moi-même à haute voix, je me suis simplement réveillé, me suis lavé le visage. Et mis un pull propre et étalé chaque dossier de documents que je possédais sur la table de la cuisine, des pages à l'encre passée, des formulaires notariés d'il y a des décennies, des relevés bancaires que mon mari organisait autrefois avec des notes soignées dans les marges. Je lissais chaque feuille avec la paume de ma main, sentant le poids des années superposées entre elles, pas de peur, pas de confusion, mais de la préparation. Vers 10 heures, j'étais habillé et avais verrouillé la porte d'entrée derrière moi, la marche jusqu'à l'arrêt de bus fut lente mais régulière. Je tins fermement la barre en montant à bord, le chauffeur me fit un signe de tête avec la chaleur polie que les étrangers accordent souvent aux femmes âgées. Si seulement il savait que je n'étais pas fragile aujourd'hui, j'étais déterminé. Le cabinet d'avocat se trouvait à 2 pâtés de maison de la bibliothèque municipale, dans un modeste bâtiment en briques d'argile qui semblait plus fatigué que vieux. Je n'y étais allé qu'une seule fois depuis la mort de mon mari. La réceptionniste leva les yeux avec un sourire étudié, « Bonjour. Avez-vous rendez-vous » ? Non, dis-je en posant doucement mon sac sur le comptoir, mais j'en ai besoin d'un aujourd'hui. Peut-être était-ce la fermeté de mon ton, peut-être le léger tremblement d'urgence en dessous, quoi qu'elle ait vu, cela adoucit son expression. Laissez-moi vérifier, murmura-t-elle en tapotant sur son clavier, Maître Bennett peut vous recevoir dans 15 minutes. 15 minutes, assez de temps pour m'asseoir, pour respirer, pour me rappeler que je ne faisais rien de mal, protéger sa vie n'est pas une rébellion, c'est une responsabilité. Quand j'entrai dans son bureau, Maître Bennett se leva de derrière son bureau, il avait vieilli depuis la dernière fois que je l'avais vu, sa barbe autrefois sombre était maintenant principalement grise, ses lunettes un peu plus épaisses, mais ses yeux restaient perçants. « Hélène, dit-il gentiment, cela fait longtemps. »« Oui, répondis-je en m'asseyant sur la chaise, et je crains que j'aurais dû venir plus tôt. » Il attendit, non pas avec impatience,
mais avec attention, cela seul me défie presque, comme il était étrange d'être écouté. Je plongeai soigneusement ma main dans mon sac et en sortis l'enregistreur, je le posai sur son bureau entre nous. J'ai besoin de sécuriser ma maison, dis-je doucement, et mes comptes, et je dois le faire sans que mes enfants puissent annuler quoi que ce soit. Il ne demanda pas pourquoi, il appuya sur play. La pièce se remplit d'abord de la voix de Daniel, calme, assurée, pleine de droit, puis du chuchotement de Courtney, du bruissement des papiers, de la certitude crue dans leur ton. Je gardai les yeux sur mes mains jointes pendant que Maître Bennett écoutait, son expression se crispait par endroits, sa mâchoire se contractant à d'autres. Quand l'enregistrement se termina, il expira lentement. « Hélène, dit-il, choisissant ses mots avec le même soin qu'un chirurgien choisit ses instruments, vous m'avez apporté une preuve claire d'intention de manipuler vos actifs. Vous avez bien fait de venir ici. J'aurais dû venir il y a des années, murmurai-je. Il secoua la tête, il n'est pas trop tard, vous êtes compétente, vous avez le plein contrôle, et vous avez des options. Options. Les mots s'installèrent en moi comme une pierre chaude. Il expliqua soigneusement comment nous pourrions révoquer toutes les permissions informelles, supprimer les accès partagés, créer une fiducie irrévocable pour protéger la maison et les investissements, désigner un agent à long terme de mon choix. Et élaborer des directives qui ne pourraient être annulées sans intervention judiciaire. Tout ce qu'il disait avait du sens, tout cela sonnait comme une porte que je n'avais pas réalisé pouvoir fermer jusqu'à présent. Je veux que Jacob soit le bénéficiaire, dis-je finalement, mais pas responsable de la gestion de quoi que ce soit pour l'instant, il est trop jeune. Maître Bennett hocha la tête, nous pouvons structurer cela ainsi. Et je veux que Daniel et Laura soient retirés de toute autorité. Cela, dit-il calmement, est absolument votre droit. Quand je quittai le bureau, l'air extérieur me parut différent, plus léger en quelque sorte, le soleil était sorti de derrière les nuages, brillant faiblement sur le trottoir. Mes pas étaient lents mais réguliers tandis que je retournais vers l'arrêt de bus, je ne me sentais pas triomphante, je ne me sentais pas vindicative, ce que je ressentais était quelque chose que je n'avais pas touché depuis des années, mon propre pouvoir revenant doucement à mes mains. Le lendemain, je me réveillais avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années, ce n'était pas de l'excitation, les vieilles femmes recherchent rarement l'excitation, c'était de la stabilité, le genre qui vient quand une longue et lente douleur reçoit enfin un nom. Et que vous décidez de ne plus vivre sous elle. Mon petit déjeuner était simple, du pain grillé, un œuf à la coque, du thé, mais même l'acte de manger me semblait différent, pas pressé, pas distrait. Je ne me demandais pas si Daniel allait passer à l'improviste ou si Laura appellerait pour demander une petite faveur, je savais exactement ce que je devais faire, et pour une fois, cela n'avait rien à voir avec les besoins de quelqu'un d'autre. Sur la table gisait la liste que Maître Bennett m'avait préparée, des étapes claires, soigneusement numérotées, écrites d'une main à la fois ferme et patiente. Je l'ai lu 2 fois avant de commencer. D'abord, j'appelai la banque, la ligne du service client était lente, mais finalement un jeune homme répondit. Sa voix était polie, joyeuse, comme les gens qui sont formés pour l'être. Quand j'expliquai que je voulais révoquer tous les accès partagés et les prélèvements automatiques, son ton devint plus sérieux. Bien sûr, Madame Marwick, nous pouvons lancer cela immédiatement, vous devrez signer des formulaires mis à jour, mais j'ai placé un verrouillage temporaire sur toutes les autorisations externes. Verrouillage temporaire, ces 2 mots à eux seuls furent comme une porte se refermant derrière moi, silencieuse, définitive, miséricordieuse. Je le remerciai et raccrochai. Puis je passai le prochain appel à mon bureau d'investissement, une autre série de vérifications, de questions de sécurité, de vérification d'identité. Je répondis à chaque question calmement, me surprenant moi-même. À midi, tous les comptes que je possédais avaient été mis de côté comme si j'avais tracé un cercle protecteur autour de ma vie financière. La maison était la prochaine étape. Je rassemblai les documents de propriété, l'acte, les registres fiscaux, la vieille correspondance avec la compagnie d'assurance. Mes mains bougeaient avec détermination, triant, empilant, identifiant ce qui devait être inclus dans la fiducie. Ces papiers m'avaient autrefois intimidé, maintenant, ils me semblaient des outils que j'avais simplement oublié comment utiliser. Je fis une pause pour me reposer, assise dans mon fauteuil avec un verre d'eau. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les rideaux en bande pâle, des poussières flottaient paresseusement, inconscientes de la douce révolution qui se déroulait en dessous. Pendant des années, je m'étais permis de vivre doucement, d'éviter les conflits, de maintenir la paix, mais la douceur n'est pas la même chose que l'impuissance, et la paix bâtie sur le silence n'est pas la paix du tout. Vers 15 heures, tout était rassemblé, je plaçai chaque pile dans un dossier,
étiquetée, agrafée, ordonnée. Puis je me rendis dans ma chambre et ouvris le tiroir où je gardais l'enveloppe d'urgence que mon mari et moi avions créée il y a des décennies. À l'intérieur se trouvaient les versions originales de notre testament, des photographies et une note qu'il avait écrite de sa main serrée, « Ne laissez pas l'inquiétude prendre vos décisions pour vous. Laissez la clarté le faire à la place. » Je touchais légèrement le papier, son absence piquait encore, mais aujourd'hui, elle me semblait moins solitaire, plus comme un guide. J'ajoutai l'enveloppe à ma pile et m'assis de nouveau, laissant ma respiration se calmer. Ce travail administratif silencieux était le véritable tournant, pas l'enregistrement, pas la trahison, pas même la visite chez l'avocat, c'était ce moment seul à ma table de cuisine. Fermant les fenêtres financières que mes enfants avaient utilisées pendant des années sans demander s'ils en avaient le droit. Ce n'était pas de la vengeance, ce n'était pas de la colère, c'était le simple acte de réclamer ce qui avait toujours été mien. Quand le soir adoucit les contours de la pièce, je plaçai chaque dossier préparé dans un grand sac en toile. Demain, je retournerai voir Maître Bennett pour finaliser la fiducie, demain, les lignes de possession se déplaceraient de manière permanente. Ce soir, la maison me semblait différente, pas plus sûre, simplement plus mienne, le genre de calme qui suit une tempête, non pas parce qu'elle est passée, mais parce que j'avais enfin cessé de m'interposer. Laura arriva le lendemain matin sans prévenir, elle n'appelait jamais d'abord, non pas parce qu'elle était spontanée, mais parce qu'elle supposait que je serais toujours là, toujours disponible, toujours ouverte comme une boutique avec une serrure cassée. J'entendis ses talons sur l'allée avant qu'elle n'atteigne la porte, des pas secs, pressés, impatients même avec le trottoir. Quand j'ouvris la porte, elle entra avec ce mélange familier de parfum et de droit. « Maman, dit-elle en m'embrassant l'air près de la joue, tu as l'air pâle. Tu manges ? Tu n'as pas répondu au téléphone. » J'avais répondu à tous les appels nécessaires, le sien n'en faisait simplement pas partie. « Je vais bien, dis-je en m'écartant, entre. » Elle jeta un coup d'œil autour de la maison comme les gens le font lorsqu'ils cherchent des preuves de négligence, de faiblesse, de tout ce qui pourrait soutenir leur récit. Ses yeux s'arrêtèrent sur les dossiers soigneusement empilés sur la table. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle, tendant déjà la main vers l'un d'eux. « Laisse-les, dis-je doucement, ce sont les miens. » Elle se figea, juste un battement, puis sourit de cette manière étudiée qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. « Bien sûr, je m'inquiète juste. Maman, tu ne devrais vraiment pas gérer des documents complexes toute seule, tu sais comme ça devient accablant pour toi. » Pour toi. L'accent était discret mais indubitable. « Je me débrouille, dis-je. » Elle s'assit en face de moi, lissant sa jupe. « Daniel a dit que tu agissais bizarrement hier, il pense que tu es peut-être stressée ou confuse. » Je croisai mes mains sur la table, confuse à propos de quoi. Elle hésita, m'étudiant attentivement, à propos de tes finances, à propos de la maison, à propos de tout ce qui doit être arrangé à mesure que tu vieillis. C'était là, même pas enveloppé d'un langage doux cette fois. Laura, dis-je, je ne suis pas confuse. Mais elle insista avec le ton doux d'une femme qui croyait que sa gentillesse rendait ses manipulations invisibles. Je sais que c'est accablant, maman, vieillir est compliqué, et tu as été si généreuse toutes ces années, à m'aider avec le studio, à aider Daniel avec son entreprise, honnêtement, je ne sais pas comment tu as tout suivi. C'est pourquoi je pense qu'il vaut mieux que tu nous laisses gérer les choses maintenant. Gérer, répétai-je doucement. Elle sourit, juste pour te faciliter la vie. Me faciliter la vie ? Quelle phrase élégante pour prendre le contrôle. J'inspirais lentement, l'air semblait épais, comme des souvenirs remontant à la surface. Je pensais à chaque prêt qu'elle n'avait jamais remboursé, à chaque promesse qu'elle avait faite, à chaque fois qu'elle avait dit que je devais faire confiance à son jugement. Laura, dis-je, s'il te plaît, dis-moi honnêtement, pourquoi es-tu ici aujourd'hui ? Son sourire vacilla, pour aider, maman, tu sais ça. J'attendis, le silence est un outil que les femmes âgées apprennent à bien utiliser, il déstabilise ceux qui s'appuient sur des phrases répétées. Finalement, elle soupira, Daniel a dit que tu hésitais à signer des formulaires, il pense que quelque chose t'a fait peur, alors je suis venu te rassurer. Je n'ai pas besoin de réconfort, dis-je doucement, j'ai besoin d'honnêteté. Elle cligna des yeux, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, dis-je, ma voix ferme comme la pierre, que je sais que toi et ton frère avez discuté de mes affaires sans moi, et je sais ce que vous avez l'intention de faire. Un instant, elle parut stupéfaite, puis son expression changea rapidement, habilement, en une innocence blessée. « Maman, comment peux-tu penser une chose pareille » murmura-t-elle, « nous sommes tes enfants, nous ne voulons que ton bien.
Elle tendit la main sur la table, touchant ma main, ses doigts étaient chauds, mais sa prise avait l'urgence tendue de quelqu'un qui essaie de récupérer quelque chose qui lui échappe. Je ne reculai pas, je la regardai simplement, vraiment, et vis la vérité qui grandissait depuis des années. Vous voulez ce qu'il y a de mieux pour vous-même, dis-je doucement. Elle tressaillit comme si elle avait été frappée. Ce n'est pas juste. Peut-être pas, dis-je, mais c'est exact. Elle retira sa main lentement, la confusion et l'irritation traversant son visage comme une enfant à qui l'on refuse une friandise déjà promise. Je me levai, ramassant les dossiers avant qu'elle ne puisse les atteindre à nouveau. Je gérerai mes propres affaires, dis-je, s'il te plaît, respecte cela. Elle se leva trop vite, sa chaise raclant le sol. Maman, tu fais une erreur, tu nous repousses. Je rencontrai ses yeux, calmes comme la lumière du matin. Non, Laura, je reprends simplement ma propre vie. Elle me regarda pendant plusieurs longues secondes, sans comprendre, puis elle ramassa son sac, marmonnant quelque chose à propos du stress et de l'entêtement, et partit sans se retourner. Quand la porte se referma, la maison retomba dans un doux silence, pas de solitude, juste de l'espace, enfin à moi. Jacob arriva ce soir-là sans prévenir, comme seuls les jeunes peuvent le faire, libérés de la formalité que les adultes imposent à chaque interaction. J'entendis son coup, plus doux que les talons de Laura, plus doux que l'impatience de Daniel. Quand j'ouvris la porte, il me fit un sourire si honnête que cela me défit presque. « Grand-mère, dit-il, je peux entrer ?» Il ne demanda pas par politesse, il demanda parce qu'il voulait s'assurer que je n'étais pas fatigué, contrarié ou occupé. Une telle attention est rare, surtout dans un monde où même la famille ne pense souvent qu'à la commodité. « Oui, dis-je, entre, mon chéri. » Il entra et jeta son sac à dos, le laissant tomber près de la porte, il ne demanda jamais où le mettre, il le plaçait juste doucement au même endroit à chaque visite, comme s'il revendiquait un petit coin de la maison comme le sien. Je remarquai immédiatement que quelque chose le préoccupait, il se dirigea vers la cuisine, puis hésita à mi-chemin, se tournant plutôt vers moi. « Tu es sûr que ça va ?» demanda-t-il, « Je sais que tu as dit que oui, mais je ne sais pas, tu sembles différente ces derniers temps. » Différente ? Oui, un mot plus lourd qu'il ne le réalisait. Je vais bien, dis-je doucement, je réfléchis juste plus ces jours-ci. Il hocha la tête lentement, étudiant mon visage avec un sérieux qui ne correspondait pas à son âge. Papa et tante Laura agissaient bizarrement aujourd'hui, un peu tendus, je pensais que quelque chose s'était passé. Je me détournai de lui pour verser le thé, non pas pour cacher quoi que ce soit, juste pour me donner un instant, son inquiétude me semblait une main chaude sur le bas de mes côtes, me stabilisant à un endroit longtemps creux. Ils gèrent leurs propres soucis, dis-je, tu n'as pas besoin d'être pris là-dedans. Il tira une chaise et s'assit, je ne suis pris dans rien, je m'inquiète juste. Tu le sais, n'est-ce pas? Je posai une tasse devant lui, ses doigts s'enroulèrent autour, et un instant, il redevint un enfant, le garçon qui s'asseyait à cette même table, dessinant des fusées sur des serviettes, les pieds ne touchant pas encore le sol. Bien sûr que je sais, dis-je, tu es la seule personne qui vient parce qu'il le veut, pas parce qu'il a besoin de quelque chose. Il cligna des yeux, surpris, c'est ce que papa fait? Il ne vient que quand il a besoin de quelque chose? La question était trop vive pour son âge, pas dangereuse, juste douloureuse. Je choisis ma réponse avec soin, ton père a beaucoup à faire, dis-je, et parfois il oublie que d'autres personnes ont leur propre vie. Jacob baissa les yeux vers son thé, tournant lentement la tasse entre ses paumes, maman dit qu'il est stressé, tante Laura aussi. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il complique les choses plus que nécessaire. L'honnêteté de la jeunesse, simple, propre, sans phare. Il leva de nouveau les yeux, est-ce qu'ils t'ont contrarié? Je rencontrai ses yeux, c'étaient les yeux de son grand-père, stables, doux, refusant de détourner le regard de la vérité. Ils ont essayé, dis-je, mais cela n'a pas marché. Il sourit faiblement, un mélange de fierté et de soulagement. Bien, tu es plus dur qu'il ne le pense. Dur. Je ne m'étais jamais considéré ainsi. Mais peut-être que la dureté ne crie pas toujours, peut-être qu'elle chuchote, reste stable, refuse de plier même quand le vent insiste. Jacob parla ensuite de l'école, d'une petite bourse qu'il espérait obtenir, d'un professeur qui l'encourageait, j'écoutais, hochant la tête, offrant le genre de petits commentaires qui témoignent de l'attention plus que de tout grand geste. Sa voix réchauffa la maison d'une manière que rien d'autre n'avait fait depuis des semaines. Quand il eut fini son thé et se leva pour partir, il me serra dans ses bras sans hésitation, ses bras chauds, fermes, réels.
Grand-mère, dit-il doucement, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi, même si ce n'est pas facile. Ma gorge se serra, je touchai légèrement sa joue, je sais, dis-je, et cela signifie plus que tu ne le réalises. Après son départ, la maison se calma autour de moi, le silence n'était pas lourd cette fois, il était paisible, comme l'expiration douce après avoir réalisé une vérité. Je n'étais pas seul de toutes les manières importantes, et demain, les prochaines étapes pour reprendre ma vie me sembleraient un peu moins lourdes. Ils vinrent ensemble l'après-midi suivant, Daniel le premier, la mâchoire serrée et déterminée, et Laura quelques pas derrière, les bras croisés comme un bouclier. Je vis leur silhouette à travers le verre dépoli avant qu'ils ne frappent, il y a quelque chose d'inconfondable dans la posture des gens qui ont déjà décidé ce qu'ils méritent. J'ouvris la porte avant qu'ils ne puissent sonner de nouveau. « Maman, dit Daniel, son ton sec, nous devons parler. » Bien sûr qu'ils le devaient, les gens qui essaient de vous contrôler ont toujours besoin de parler, mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est « asseyez-vous et acceptez ce que nous avons déjà décidé. » Entrez, dis-je en m'écartant, ils entrèrent comme deux avocats se préparant aux plaidoiries finales, pas de chaleur, pas de pause pour observer la pièce. Ils marchèrent directement dans la cuisine, leur champ de bataille de prédilection, et s'assirent en face de moi sans attendre qu'on leur offre des chaises. Daniel posa un dossier sur la table, pas le même que la fois précédente, plus mince, plus urgent. « Maman, commença-t-il, nous sommes inquiets. » Laura hocha la tête, son expression arrangée en un masque soigneux, « Tu as agi de manière secrète et dispersée, ce n'est pas ton genre. » Je croisai les mains sur mes genoux, en quel sens? Daniel se pencha en avant, « Tu ne signes pas les documents, tu fais des changements sur tes comptes, la banque m'a appelé aujourd'hui. » La banque n'aurait pas dû t'appeler, dis-je calmement. Cela le surprit, cela traversa son visage, une brève fissure involontaire dans sa certitude. « Eh bien, dit-il en se reprenant, ils ont contacté parce que tu m'as toujours listé comme contact secondaire. » J'ai corrigé cela, dis-je. Le souffle de Laura se coupa, à peine audible, elle échangea un regard avec Daniel, un petit regard rapide et paniqué. « Pourquoi ferais-tu cela ?» demanda-t-elle, « Nous sommes tes enfants, nous sommes censés t'aider. » Je rencontrai son regard, m'aider à faire quoi exactement? Silence. Le genre qui s'épaissit, prend forme et exige une honnêteté qu'aucun d'eux n'était prêt à donner. Daniel ouvrit le dossier et me poussa un ensemble de papiers. « Maman, ça devient incontrôlable, nous en avons parlé. Laura et moi sommes d'accord, tu as besoin d'aide pour gérer les choses maintenant, nous ne pouvons pas te laisser risquer de faire des erreurs qui pourraient nous affecter tous. » Nous tous. C'était encore là. Leur vérité déguisée en inquiétude. Et il ajouta, « Nous pensons qu'il est temps que tu nous laisses prendre certaines responsabilités, financières, légales, des choses de routine. » Routine. Le même mot qu'il avait utilisé quelques jours plus tôt. Laura joignit ses mains, surjouant la sincérité, « Nous t'aimons, il ne s'agit pas de contrôle, il s'agit de s'assurer que l'avenir est stable pour la famille. » La famille, c'est-à-dire eux-mêmes. Je baissai les yeux sur les papiers, même sans les lire attentivement, je reconnaissais la structure, transfert d'autorité, permission d'accès, procuration durable, des failles assez grandes pour qu'ils puissent passer, emportant tout ce que je possédais. « Avez-vous apporté cela pour que je le signe aujourd'hui ?» demandai-je doucement. Daniel expira, frustré, « Oui, ça ne devrait pas être compliqué, maman, nous ne voulons pas nous disputer. Mais nous ne pouvons pas continuer cette comédie, il est temps d'être pratique. » Pratique? Un mot si propre. Si dangereux. Je repoussai les papiers sur la table. Je ne signerai rien. Laura se raidit. Daniel serra la mâchoire. La tension monta comme la vapeur d'une marmite bouillante. « Maman, dit-il, sa voix se crispant, ne fais pas ça, tu es déraisonnable. »« Non, répondis-je, mon ton aussi ferme qu'une branche d'hiver, je suis consciente. » La contenance de Laura se brisa, « Comprends-tu seulement la responsabilité que tu nous imposes? Comme c'est stressant ?» Je la regardai doucement. Vraiment doucement. « Tu sembles stressé parce que tu n'obtiens pas ce à quoi tu t'attendais. » Le silence qui suivit fut assez tranchant pour couper. Daniel se leva brusquement, la chaise raclant en arrière. « Bien. Si tu veux être têtu, nous ne pouvons pas t'arrêter. Mais ne nous blâme pas quand les choses s'effondreront. » Je me levai aussi, lentement, soigneusement, mais sans le moindre tremblement. J'ai géré ma vie pendant 78 ans,
dis-je, je pense que je peux gérer ce qui vient ensuite. Ils ne répondirent pas, ils rassemblèrent simplement leurs dossiers, leur indignation, leur auto-justification blessée, et partirent. Quand la porte se referma, la maison me parut plus légère, pas plus sûre, juste honnête. Enfin honnête. Cette nuit-là, après que Daniel et Laura soient partis, leur indignation étroitement serrée autour d'eux, la maison me parut trop calme, pas vide, calme, comme si chaque pièce retenait son souffle, me regardant, attendant de voir si je m'écroulerais ou me relèverais. Je ne m'écroulai pas, mais je m'assis sur le bord de mon lit et m'accordai quelque chose que j'avais résisté pendant des années, un moment de rupture silencieuse. Ce ne fut pas dramatique, pas de sanglots dans mes mains, pas d'épaules tremblantes, juste un lent filet chaud de larmes glissant sur mes joues, le genre qui ne vient que lorsqu'une vérité s'est enfin installée profondément et refuse d'être repoussée. Je ne pris même pas la peine de les essuyer, les larmes ne sont pas honteuses à mon âge, elles sont simplement la façon dont le corps vide ce qui a été porté trop longtemps. Je pleurais les enfants que j'avais autrefois, gentils, incertains, désireux de plaire. Je pleurais la mère que j'étais, celle qui croyait que donner sans fin était la même chose qu'aimer. Je pleurais les années que j'avais passées à arranger les choses, à amortir leurs déceptions, à adoucir leur vie avec des morceaux de la mienne. Surtout, je pleurais parce que je compris enfin quelque chose que je n'avais pas voulu admettre, ils aimaient l'idée de moi, pas la femme que je suis, l'idée d'une mère qui signerait toujours, accepterait toujours, resterait toujours silencieuse. Quand les larmes s'arrêtèrent enfin, je restai très immobile, sentant un calme inconnu se répandre en moi, comme une soirée d'hiver qui s'installe après une chute de neige, douce, fraîche, mais paisible. Pleurer ne m'a pas affaibli, cela a libéré l'espace dont j'avais besoin pour la clarté. Je me levai et allai au miroir, mon reflet était le même que toujours, cheveux argentés soigneusement épinglés, rides autour de la bouche adoucie par le temps, yeux sombres et stables. Mais quelque chose sous la surface avait changé, je me reconnaissais de nouveau, une femme qui avait vécu toute une vie, pas une ombre, attendant d'être recouverte par d'autres. Parfois, la force la plus profonde se cache derrière les gestes les plus simples, faire bouillir de l'eau pour le thé, lisser un oreiller, plier un pull avec des mains soigneuses. Je fis tout cela à mesure que la soirée devenait plus calme, mes mouvements étaient lents mais intentionnels, me solidifiant dans l'instant présent. Vers 21h, j'ouvris la fenêtre pour laisser entrer l'air frais, dehors, les réverbères brillaient faiblement, projetant de longues formes sur le trottoir. J'écoutais les craquements familiers de ma maison, vieux bois qui s'installe, tuyaux qui soupirent, le doux bourdonnement du chauffage. Des sons que j'interprétais autrefois comme de la solitude me semblaient maintenant de la compagnie, cette maison m'avait soutenu à travers le chagrin, la célébration, les saisons de peur et d'espoir. Elle me connaissait mieux que mes enfants. Et ce soir, j'avais l'impression qu'elle était à mes côtés. Je retournai à la cuisine et regardai les dossiers toujours soigneusement empilés près du téléphone. Demain, Maître Bennett finaliserait tout, la fiducie, les transferts, les protections, les limites légales que personne ne pourrait franchir. Ma vie, la partie encore en mon pouvoir, serait sécurisée. Mais ce soir n'était pas pour la planification, ce soir était pour la compréhension. Je m'assis dans le fauteuil, tirai la courte pointe sur mes jambes et fermai les yeux, pas de faux semblants cette fois, juste le repos, laissant ma respiration s'installer dans son rythme naturel, laissant la vérité des derniers jours s'enfoncer dans mes os sans résistance. Je ne perdais pas ma famille, je les voyais simplement clairement, il y a une différence, et reconnaître cette différence ne me semblait pas une défaite, cela me semblait entrer dans une honnêteté longtemps attendue, calme, stable et mienne seule. Au matin, la lourdeur qui m'avait suivi pendant des jours me parut plus calme, comme si elle s'était enfin installée à un endroit où elle ne pouvait plus atteindre ma gorge. Je bougeais lentement, mais non par faiblesse, mes pas avaient maintenant un but, chacun ancré par une décision que j'avais passé des années à éviter. Je fis du thé, beurrai une tranche de pain grillé et m'assis un instant dans la douce lumière matinale de la cuisine. La maison semblait presque alerte, écoutant comme si elle savait ce que ce jour signifiait. Sur la table gisaient les dossiers que j'avais préparés, tout organisé soigneusement comme mon mari m'avait appris autrefois, si vous comprenez vos papiers, vous comprenez votre vie. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais cette compréhension revenir. Je m'habillais avec soin, rien de grand, juste mon cardigan bleu marine, celui qui me donnait l'impression d'être posé, je le boutonnais lentement, lissant le tissu sur mes côtes. C'est étrange comme les petits actes prennent un sens quand votre vie change, un cardigan devient une armure, un dossier devient un bouclier. Le taxi arriva à l'heure, je sortis avec mon sac tenu près de moi, l'air vif me caressant le visage. Le chauffeur m'aida à m'installer sur la banquette arrière,
et nous roulâmes en silence. Je regardais les quartiers défiler, des enfants attendant les bus scolaires, un couple promenant leur chien, des adolescents à moitié éveillés à vélo, la vie qui continuait, inconsciente des batailles silencieuses livrées à l'intérieur des maisons des autres. Maître Bennett me salua d'un signe de tête qui exprimait à la fois respect et inquiétude, il me fit signe d'entrer dans le même bureau qu'avant, et je pris ma place sans hésitation. « Êtes-vous prête ?» demanda-t-il. « Oui, dis-je, et je le pensais. » Il étala les documents sur le bureau en une ligne méthodique, papier de fiducie, directive mise à jour, protection de propriété, formulaire de révocation. Chaque feuille représentait une barrière, un mur construit soigneusement entre mon autonomie et les mains qui avaient tenté de s'en emparer. Nous commencerons par la fiducie, dit-il, votre maison y sera placée immédiatement. Personne, ni Daniel, ni Laura, ne pourra la contester sans une contestation judiciaire, et compte tenu de votre capacité, ils ne réussiront pas. Capacité, un mot clinique, mais aujourd'hui, il sonnait comme une victoire, la simple reconnaissance que j'étais toujours pleinement moi-même. Il me guida à travers chaque section avec patience, me laissant respirer entre les explications. Je lus chaque paragraphe, laissant la signification s'imprégner en moi lentement, comme la lumière du soleil réchauffant une vieille pierre. Quand je signai le premier document, ma main ne trembla pas, elle bougea avec la fermeté d'une femme reprenant des morceaux d'elle-même qu'elle n'avait pas réalisé avoir cédés. Une signature après l'autre, des traits d'encre silencieux, délibérés, définitifs. Vint ensuite les protections financières, supprimant tous les points d'accès, redirigeant tout par le biais de la fiducie, et désignant Jacob comme futur bénéficiaire. Il n'a pas besoin de savoir tout cela pour l'instant, dis-je, il est trop jeune pour porter cette responsabilité. Et il ne le saura pas, répondit Maître Bennett, pas avant longtemps après que ces décisions vous aient protégé. Nous continuâmes, document après document, jusqu'à ce que la dernière signature sèche sous mon stylo. Quand ce fut fait, le bureau me parut plus léger, et moi aussi. Maître Bennett se pencha en arrière, m'observant. « Comment vous sentez-vous » Je réfléchis à la question. Pas triomphante, pas vindicative, ces sentiments appartiennent aux gens qui cherchaient des batailles, je cherchais la paix. Je me sens, dis-je lentement, comme si j'étais enfin entré dans ma propre vie au lieu de laisser d'autres personnes y prendre place. Il sourit doucement, respectueusement, et ferma le dossier. Dehors, le soleil de l'après-midi avait éclairci la rue, le vent était frais, mais pas dur. Alors que je marchais vers le taxi, mon sac sous le bras, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la sécurité. Pas le genre donné par les autres, le genre construit de mes propres mains. Quand je rentrai à la maison, celle-ci me salua de ses craquements familiers, je posai mon sac sur la table, pris une profonde respiration et esquissai un petit sourire silencieux. Le travail important était fait, et le reste, le jugement, la vérité, viendrait en leur temps. Je n'ai pas demandé à mes enfants de venir, je n'ai pas appelé, ni fait allusion, ni suggéré. J'ai simplement envoyé un message à notre groupe de discussion familiale, le même qu'ils utilisaient pour organiser les vacances sans m'inclure, passez demain après-midi, j'ai quelque chose à discuter. Une seule phrase. Aucune explication. Ils arrivèrent tendus, suspicieux, se préparant à une confrontation, les personnes coupables le font toujours. Daniel entra le premier, les épaules carrées comme s'il se préparait à une négociation. Laura suivit, serrant son sac à main, évitant mes yeux au début. Ils firent tous les deux une pause quand ils virent Jacob assis à table, sirotant du thé. « Tu l'as invité » demanda Daniel sèchement. « J'ai invité tout le monde » dis-je. Jacob posa doucement sa tasse. « Papa, je peux partir si tu veux. » « Non » dis-je, et ma voix était assez ferme pour qu'ils me regardent tous. « Tu es ici parce que tu t'inquiètes. C'est une raison suffisante. » Je ne demandai à personne de s'asseoir, je me dirigeai simplement vers le tiroir du buffet, l'ouvris et en sortis l'enregistreur. Le même qu'ils avaient ignoré pendant qu'ils chuchotaient sur mon sommeil supposé. Je le posai sur la table. Le visage de Daniel changea instantanément, d'abord la confusion, puis la reconnaissance, puis une alarme si vive qu'elle le traversa comme une ombre. Laura déglutit difficilement, sa gorge bougeant visiblement. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, mais elle savait déjà. J'appuyai sur le bouton. La pièce se remplit des sons de cette nuit, la porte s'ouvrant, leurs voix étouffées, le bruissement des documents. Le rire de Courtney, tranchant comme du verre brisé. Le ton calme et calculé de Daniel. Leurs mots, chacun d'eux,
se répandirent dans la cuisine avec une clarté impitoyable. Jacob fixa la table, la mâchoire serrée. Laura porta une main à sa bouche. Daniel pâlit. Éteins-le, claqua-t-il. Je le ferai, dis-je doucement, une fois que ce sera fini. Ils bougèrent sur leurs chaises, incapables de me regarder, incapables d'arrêter de s'entendre. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elle comprenne tout cela. Elle vieillit. Elle signe tout ce que nous lui donnons. Elle n'aura plus besoin de cet argent bien longtemps. Nous nous occuperons de tout le moment venu. L'enregistrement se termina. Le silence qui suivit était assez profond pour entendre le bourdonnement du réfrigérateur, le léger tic-tac de l'horloge murale, le souffle tremblant que Laura essayait de cacher. Maman, commença Daniel, la voix tendue, ce n'était pas. Tu sors ça de son contexte. Je sentis quelque chose en moi se stabiliser, quelque chose qui avait été agité pendant des années. Je ne sors rien, dis-je calmement, ce sont vos mots, vos intentions prononcées dans ma maison. Ce n'étaient que des paroles, dit-il, tu as mal compris. Je le regardais, vraiment. J'étais éveillé. Il tressaillit. Laura retira sa main de sa bouche. Maman, nous voulions juste te protéger. En divisant mon argent, demandai-je doucement, en planifiant de prendre ma maison. En parlant de ma mort comme si c'était un désagrément de calendrier. Elle ne répondit pas. Des larmes perlèrent au coin de ses yeux, mais ce n'était pas celle née du remords, plutôt le choc d'être vu clairement pour la première fois. Daniel se leva, arpentant la pièce, bien, nous l'avons mal géré, mais tu avais besoin d'aide, tu as besoin d'aide. J'avais besoin de respect, dis-je, et d'honnêteté, et aucun de vous ne me l'a donné. Jacob leva soudain les yeux brillants de colère, qu'il s'efforçait de contenir. Papa, comment as-tu pu? Le souffle de Daniel se coupa, il ouvrit la bouche, la referma, puis se rassit enfin, vaincu par quelque chose qu'il ne pouvait pas contester, sa propre voix lui étant retransmise. Je pris les dossiers sur le comptoir et les posai sur la table. Voici les documents mis à jour, dis-je, la fiducie est établie, la maison est protégée, tout accès à mes comptes a été révoqué. Et vous, je les regardai l'un après l'autre, n'avez plus aucune autorité sur mes affaires. Laura haleta doucement, Tu l'as vraiment fait. Oui, dis-je simplement. Daniel me regarda, quelque chose comme de la peur scintillant sur son expression, non pas de perdre mon argent, mais de perdre la version de moi dont il avait dépendu. Maman, murmura-t-il, tu n'avais pas besoin d'aller si loin. Si, répondis-je, parce que vous êtes allé beaucoup plus loin. Aucun cri ne suivit, aucune tempête, aucune sortie dramatique, juste 3 personnes confrontées à une vérité qu'elles pensaient qu'une vieille femme ne découvrirait jamais, et une vieille femme qui cessa enfin de faire semblant de ne pas voir. Pendant un long moment après que mes mots se furent posés, personne ne parla, l'air dans la pièce était dense, comme si chaque molécule avait cessé de bouger, attendant ce qui pourrait suivre. Mais rien ne suivit, je n'étais pas intéressé par les discours, les excuses ou les explications, j'avais passé une vie à les absorber. Aujourd'hui était pour la clarté, pas le confort. Daniel fut le premier à retrouver sa voix. Alors, c'est tout, demanda-t-il doucement, bien qu'il y eût un tremblement derrière son calme. Tu nous coupes les ponts? Je considérais sa question, non, dis-je, je ne vous coupe pas les ponts, je trace une limite que vous ne vous attendiez jamais à ce que j'ai. Il fixa les dossiers comme s'ils étaient des armes, peut-être, pour lui, c'étaient des papiers qui mettaient fin à une sorte d'autorité silencieuse qu'il construisait depuis des années, convaincu que je ne le remarquais pas, que cela ne me dérangeait pas ou que je ne pouvais pas l'arrêter. Tu ne nous fais pas confiance, murmura Laura. Sa voix semblait petite, non pas comme celle d'un enfant, mais comme quelqu'un qui venait de réaliser que la pièce qu'elle pensait contrôler appartenait à quelqu'un d'autre. Elle toucha le dossier d'une chaise pour se tenir en équilibre. Je vous ai fait confiance plus longtemps qu'il n'était sage, dis-je doucement. Laura leva les yeux, nous sommes tes enfants. Oui, répondis-je, et c'est pourquoi cela fait mal. Mais être l'enfant de quelqu'un ne donne pas la propriété de sa vie. Daniel pressa ses paumes contre la table. Maman, écoute, tu prends des décisions permanentes, légales, tu devrais réfléchir. J'ai réfléchi, dis-je, plus longtemps que tu ne le sais. Il expira brusquement, regardant autour de la cuisine comme s'il cherchait quelque chose de familier pour se raccrocher. Mais tout ici m'appartenait, chaque photographie, chaque tasse ébréchée, chaque ligne de carrelage usée, et pour la première fois, il sembla le reconnaître.
Laura s'enfonça dans une chaise, son mascara était maculé, mais elle ne prit pas la peine de l'essuyer. Alors, que se passe-t-il maintenant, demanda-t-elle doucement, sommes-nous juste des spectateurs de ta vie? Je m'assis en face d'elle. Vous êtes mes enfants, vous pouvez me rendre visite, vous pouvez appeler, vous pouvez faire partie de mes journées si vous choisissez de venir sans exigence ni attente. Mais vous ne gérerez pas ma maison, mes finances ou mes décisions, cette partie de votre implication est terminée. Daniel frotta une main sur son visage, la frustration et quelque chose comme le chagrin luttant sous sa peau. J'essayais de t'aider. En planifiant ma mort, demandai-je. Il tressaillit, ce n'était pas. Tu déformes. Non, dis-je, je le répète. Il n'eut aucune réponse à cela. Jacob s'éclaircit la gorge, la seule présence calme parmi nous. Grand-mère n'est pas seule, dit-il doucement, elle est capable, et elle a le droit de se protéger. Laura se tourna vers lui, surprise par la douce fermeté de sa voix. Jacob, ce n'est pas ta place. Il rencontra ses yeux, peut-être pas, mais j'aimerais croire en une famille qui se soucie plus de la personne que de l'héritage. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Daniel se leva brusquement. Bien, dit-il, tu as fait ton point. Nous ne signerons rien. Nous n'insisterons pas, mais ne t'attends pas à ce que nous restions là à faire semblant que c'est normal. Je n'attends rien, dis-je, l'attente est ce qui nous a menés ici. Il ramassa son manteau, le mouvement raide. Laura se leva plus lentement, comme si ses jambes résistaient à la vérité dans laquelle elle se tenait. Ils se dirigèrent vers la porte sans cérémonie, pas de câlin, pas de réconfort, pas de dernier coup déguisé en inquiétude. Avant de sortir, Laura fit une pause. « Maman, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit. » « Je demanderai, dis-je. » Si j'ai besoin de quoi que ce soit, elle hocha la tête d'un petit mouvement incertain, puis suivit son frère. Quand la porte se referma, je ne m'écroulai pas, je ne tremblai pas, je ne me sentis pas triomphante. Je respirais simplement. La maison me semblait différente, pas fragile, mais installée. Tout ce qui était lâche avait été rassemblé, tout ce qui était caché avait été nommé, tout ce qui était menacé avait été protégé. Je me dirigeai vers la table de la cuisine, touchai légèrement les bords des dossiers, et sentis une certitude tranquille me traverser. J'avais fait exactement ce qui devait être fait, non par vengeance, mais par respect pour la vie que j'avais encore et la femme que j'étais toujours. Après que Daniel et Laura soient partis, la maison retomba dans une immobilité qui semblait presque cérémoniale, pas vide, pas abandonnée, simplement nettoyée. Comme si quelqu'un avait balayé tout l'air vicié que je respirais depuis des années et avait ouvert une fenêtre sur quelque chose d'honnête. Je restais debout au milieu de ma cuisine, les mains posées légèrement sur le dossier d'une chaise, laissant le calme s'installer autour de moi, je ne me sentais pas victorieuse, la victoire appartient aux gens qui mènent des batailles bruyamment. Ce que je ressentais était plus stable, plus profond, quelque chose qui surgissait des replis silencieux de mes années, je me sentais intact. L'intégrité est un triomphe sous-estimé. Je préparais une nouvelle théière, la vapeur s'enroulant doucement comme des fils de pensée, je pris ma tasse dans le salon et m'assis dans le fauteuil où tout avait commencé, au même endroit où j'avais fait semblant de dormir pendant que mes enfants divisaient ma vie. La courte pointe gisait sur la coudoir, tout comme cette nuit-là, douce et usée par une vie entière d'utilisation, je la tirais sur mes genoux. La maison respirait avec moi, le bois qui s'installe, les tuyaux qui bourdonnent, le vent qui caresse les fenêtres. Des sons familiers, des sons loyaux, des sons qui ne m'avaient jamais menti ni demandé ce qui ne leur appartenait pas. Je fermais les yeux un instant, non par épuisement, non, je n'étais pas fatigué, je me sentais plus éveillé que je ne l'avais été depuis des années. Éveillé comme une personne le devient quand elle cesse enfin de marcher la tête baissée et lève le regard pour voir le chemin tel qu'il est, non pas tel qu'elle l'avait espéré. La semaine passée me traversa en morceaux lents et réguliers, l'enregistreur, les chuchotements, la ferme patience de l'avocat, la gentillesse de Jacob, les larmes que je m'étais permises, les signatures qui rendirent ma vie à mes propres mains. Et finalement le jugement dans ma cuisine, mes enfants entendant leur propre voix comme pour la première fois. Ils ne s'étaient pas excusés, je ne m'y étais pas attendu. Le remords exige de l'humilité, et l'humilité était quelque chose qu'aucun d'eux n'avait pratiqué depuis longtemps. Mais quelque chose avait changé en eux, je le vis dans la façon dont les épaules de Daniel s'affaissèrent quand il réalisa qu'il n'avait plus de prise sur mes décisions, je le vis dans la façon dont Laura hésita à la porte, l'incertitude scintillant à travers sa contenance étudiée. Quelque chose s'était brisé, pas nécessairement pour mon bien, mais peut-être pour le leur. Parfois,
la vérité plante des graines dans l'obscurité qui mettent des années à germer, peut-être que c'était l'une de ces graines. Je sirotais mon thé lentement, savourant sa chaleur. Là je vous apprends à apprécier la chaleur partout où vous la trouvez, dans une tasse, dans une pièce calme, dans la connaissance stable que vous vous êtes protégé sans devenir dur. La force n'a pas besoin d'arête vive, parfois, elle se trouve dans une douceur qui ne se plie plus. Le soleil se déplaça sur le sol, éclairant la pile de papier sur la table basse, mes documents de fiducie, mes directives, les confirmations légales de la vie que j'avais reprise. Un instant, je touchai la page du haut du bout du doigt, reconnaissante non pas pour ce que je possédais, mais pour le simple fait que c'était à moi. Mon téléphone sonna, un message de Jacob, juste pour prendre de tes nouvelles. Je t'aime. Je souris, petit et réel. Tout n'avait pas été perdu, tous les liens ne s'étaient pas effilochés. La vie vous offre rarement la perfection, mais parfois elle vous offre une personne qui vous rappelle que l'amour peut encore être pur. Je lui répondis, je vais bien, mon cher. Je t'aime aussi. Puis je posai le téléphone et respirai le calme de la fin d'après-midi. C'était ma vie. Pas la version que d'autres voulaient modeler, pas l'ombre diminuée dans laquelle ils s'attendaient à me voir glisser, mais celle que j'avais choisie, régulièrement, avec décision, en pleine lumière du jour. Les gens pensent que la vieillesse signifie rétrécir, mais la vérité est plus simple, la vieillesse signifie choisir ce qui compte et laisser tomber ce qui ne compte pas. Et moi, Hélène Marwick, 78 ans, toujours stable dans mon fauteuil, je m'étais enfin choisi. Je regardai par la fenêtre où les branches se balançaient dans la brise et sentis la certitude douce et ancrée de quelqu'un qui avait survécu à plus que quiconque ne le réalisait. Je suis toujours là. Je suis toujours entière. Et cela suffit.